bien, c'est bien agréable. Je ne vous vois pas bien à cause des spots, mais... Et surtout, merci infiniment de me faire l'honneur de présider votre congrès, votre rencontre. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos du répit. Vous êtes nombreux et c'est une bonne idée. Je voudrais aussi, parce que je l'ai croisé ce matin, vous dire que si je suis là, à côté de vous, c'est grâce à une personne qui est au premier rang, qui est Nora Berra, qui a eu l'énorme lourde mission de me confier mon premier rapport quand vous étiez ministre de la Santé, chère Nora. Et je me rappelle de vous l'avoir remis dans la salle de Grenelle, rappelez-vous. C'était un grand moment. Et ça nous a permis aujourd'hui de développer l'hospitalisation à domicile, grâce à vous, dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec internat. Et je voudrais vous lancer un grand remerciement et vous dire que vous êtes la première à m'avoir fait confiance avec monsieur Xavier Bertrand. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène Le Sen. On a beaucoup de chantiers et je voudrais vous dire que surtout ce qui se passe actuellement à Lyon est pour moi très important pour l'ensemble du handicap, parce qu'il y a beaucoup de choses exemplaires à Lyon qu'il va falloir défendre, qu'il va falloir mettre en route, et entre autres ce lancement sur le répit. Merci Mathias Schell, je ne le vois pas, il n'est peut-être pas encore arrivé. Je l'ai vu ce matin, oui, il est là, voilà. Merci pour votre action exemplaire de médecins engagés dans un soin qui dépasse complètement la maladie et le handicap, qui s'assoit à côté de la personne pour retrouver la route de la vie. Merci Henri Rohan-Chabot, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, d'échanger sur les profondes valeurs de la vie de tous nos enfants, de tous nos amis debout, assis, sur le bord de la route, qui rament tous les jours pour trouver un peu de répit. Merci Pierre Châtelain, vous qui présidez à ce conseil scientifique de quelque chose qui doit faire naître de nouvelles idées, qui doit nous permettre d'être 20 mètres devant les autres. Il faut que notre conseil scientifique prenne des risques, invente, comprenne, écoute. Et je sais que vous savez le faire, et toute votre vie, vous l'avez fait. On a beaucoup de chance de vous avoir. Merci à toutes les équipes qui vont dès aujourd'hui construire ensemble le concept de droit commun qui permettra à chaque personne qui en a besoin d'avoir un accueil, un accompagnement, un répit. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite affaire personnelle. Quand j'ai raconté à mon épouse et à ma famille que j'allais m'occuper d'une réunion sur le répit, ils se sont moqués de moi. Alors là, qu'est-ce que tu peux y connaître, toi qui ne veux rien entendre de ce côté-là? Eh bien si, je suis là. Ce week-end, c'était le 80e anniversaire des congés payés français. Et c'est seulement 80 ans après, peut-être un peu moins parce que je n'étais pas là au début de vos travaux, que France Répit relève le défi. Le congé payé a été pour tous un incroyable progrès pour notre société, pour le travail, pour la famille, pour l'entreprise, pour toutes et tous. Le répit
du travail et dans les gènes même du travail et de la vie de toute personne qui se passionne pour une idée, pour une création, pour une mission, pour être un acteur de la société est particulièrement en forme. Le répit de la personne handicapée et de son entourage est un besoin fondamental de toutes les formes d'école de l'autonomie. De nombreux pays se sont déjà penchés sur le sujet du répit et nous avons vraiment besoin de faire du benchmarking pour ne pas réinventer l'eau chaude. Moi, je suis un simple papa. J'ai eu 3 enfants, une fille qui va très bien et 2 garçons merveilleux, très handicapés. Romain était infirme moteur cérébral et terriblement épileptique. Clément est infirme moteur cérébral et autiste. Toute la vie de Sonia, ma fille aînée, s'est passée sans grande difficulté, car sa vie s'est passée dans un droit commun, de la crèche à l'école, puis l'université, puis tout le reste de la vie. Même quand c'était difficile pour Sonia, le droit commun avait tout prévu. Sonia était et est autonome comme un citoyen à part entière. Quand Romain et Clément sont avérés handicapés, dès le plus jeune âge, les portes de la société de tous se sont fermées pour devenir un incroyable champ d'obstacles qu'il fallait sauter, surmonter, dépasser, contourner pour simplement essayer d'exister. Tous les lieux de droit commun ouverts à Sonia n'ont pas ouvert leurs portes à Romain et Clément. Tous les lieux de vie ordinaires ont installé des barrières parfois infranchissables pour les garçons, et chaque jour, un peu plus, il faut trouver 10 fois, 20 fois, quand ce n'est pas 100 fois plus d'énergie pour avancer dans une vie de plus en plus à l'écart. Si le droit commun est un peu comme des rails, parfois en zigzag de la vie, des personnes qui n'ont pas trop de problèmes, il devient une sorte de mur qui canalise les autres vers le confinement, la solitude subie, l'injustice, loin de la trajectoire normale de nos concitoyens soi-disant valides. Cela n'est pas seulement vrai que pour les personnes handicapées, mais pour beaucoup d'autres différences, beaucoup d'autres fragilités, beaucoup d'autres précarités. Et petit à petit, on invente tous les jours la mise à l'écart qui exclut jusqu'à nos parents quand ils entrent dans un âge avancé. Le répit est le concept même qui permet de sortir un moment de la vie tourbillonnante sans être exclu de la société, parce qu'on n'a pas perdu pendant le temps du répit sa place dans la société, avec tous. Parce que pendant le temps du répit, on se prépare encore mieux pour vivre ensemble. En fait, il n'y a pas d'effort à longue échéance sans répit. Il n'y a pas de travail sans répit. Il n'y a pas d'apprentissage sans répit. Comme beaucoup de choses, sans possibilité de répit, il n'y aura pas de succès, pas de victoire, pas d'ambition. Ne pas avoir de répit possible est trop souvent une raison de ne pas faire.
On ne s'engage pas si on n'a pas de répit possible. Nous avons tous besoin de voir le moment du répit qui arrive comme un havre de ressourcement. Quand on est handicapé et que l'on veut être autonome, il faut énormément d'énergie, de volonté, de courage pour se rééduquer. Et s'il n'y a pas de répit possible, on abandonne et on se laisse vivre. Pour vivre cela en tant que parent, c'est pas toujours facile, c'est parfois même impossible si on ne s'organise pas avec d'autres comme nous. C'est l'histoire simple de la naissance du médico-social, c'est le sens même de la création de toutes les associations qui ont si bien travaillé depuis plus de 70 ans, et ainsi que tous les gouvernements successifs de notre pays, n'a compté que sur eux pour trouver des solutions qui ne gênent pas trop la société et surtout à côté et pas dans le droit commun. C'est l'installation de l'incroyable réflexe de notre pays qui, dans la mise à l'écart, installe la différence. Dans la mise à l'écart de celui qui sort de je ne sais quelle norme, dans la mise à l'écart de la société, tout simplement en devenant trop souvent le premier obstacle à l'école de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Qu'est-ce que l'autonomie, aussi petite soit-elle? L'autonomie, c'est la possibilité de choisir. C'est l'impérieuse faculté de décider. C'est ce qui nous permet d'exister. Mais plus que ça, de vivre. C'est ce qui nous donne notre dignité de citoyen. C'est ce qui fait que l'on peut vivre avec tout le monde, dans le monde ordinaire, même comme le disent les Canadiens, si on est soi-même extraordinaire. L'autonomie, ce n'est pas faire. Pour certains, l'autonomie, c'est la possibilité de faire faire. En ayant l'autorité vis-à-vis de la personne qui vous aide, de faire ce que vous voulez, pas de ce qu'elle veut. Et là, c'est important, car il faut expliquer le aussi petite soit-elle. Lorsque nous nous battons au ministère pour parler de ce sujet, j'avais en face de moi des personnes qui me disaient « mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être autonomes parce qu'elles sont trop handicapées ou... » Laissez-moi vous raconter l'histoire de Blandine. Blandine est née il y a 2 ans dans un grand hôpital parisien. Et un quart d'heure après sa naissance, le médecin vient voir les 2 parents et dit à parents, Blandine va partir dans l'heure. Elle n'a quasiment pas de ventricule gauche du cœur et c'est pas possible, on ne peut pas faire grand-chose. Alors le papa et la maman, ayant déjà 3 enfants, décident, pour ne pas donner d'espoir à leurs enfants, de dire que Blandine était partie.
Le même jour, à midi, Blandine était toujours là. Le soir, elle était toujours là. Le lendemain, à midi, toujours là. Le lendemain soir, le papa va voir le médecin et lui dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous savez ce que j'ai dit à mes enfants ?» Le médecin lui dit « Mais écoutez, bon, c'est vrai, je vous l'ai dit, mais allez dire à vos enfants de venir voir Blandine. » Le lendemain soir, les 3 enfants viennent voir leur petite sœur. Et Blandine est partie le lendemain matin. Blandine ne voulait pas partir sans être rentrée dans la famille. Eh bien ça, c'est une forme de décision qu'elle avait prise. Elle avait tenu pour ça. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires de ce type. Cette autonomie, aussi petite soit-elle, qui que nous soyons, professionnels, aidants, familiers, comme je les appelle aujourd'hui, réunissant les professionnels, les bénévoles et les familiaux, nous devons aller chercher la plus petite autonomie, soit-elle, là où elle est. Je crois qu'il faut bien comprendre que si on décide à notre place, on ne va pas réussir. Qui d'entre vous accepterait qu'on décide à sa place? J'en vois pas beaucoup dans cette salle qui aimeraient ça. Sans répit, il n'y a pas de conquête de l'autonomie, donc pas de dignité, pas de liberté. C'est bien dans le droit commun que l'on trouve la liberté, pas dans les espaces confinés, bien mis à l'écart par l'homme. C'est dans le droit commun que l'on trouve la dignité qui fait qu'on est accepté. C'est dans le droit commun que l'on découvre que la différence est une richesse inépuisable de créativité, d'innovation, de réactivité qui harmonise notre bassin de vie pour un meilleur vivre ensemble. Au cours de ce congrès, il ne faut pas oublier les personnes pour lesquelles on agit. Ce sont elles qui, à travers leurs paroles, même si elles ne parlent pas, qui, à travers leurs attentes, même si elles sont difficiles à entendre, qui, à travers leurs besoins, même s'ils sont énormes, qui, à travers leurs ambitions, même si on ne les imaginait pas, qui, à travers leur volonté, même si on n'y croyait pas, ce sont elles qui nous montrent tous les jours la vraie et juste voie de progrès à faire pour un meilleur monde avec du répit. Laissez-moi vous parler de nos amis depuis si longtemps qui cherchent le répit pour continuer à vivre simplement. Pour préparer ces 2 journées, je suis allé voir nos amis et je leur ai parlé de répit. La première personne à qui j'ai parlé, elle s'appelle Noémie, elle est tétraplégique, trachéotomisée. Elle vit toute seule dans un appartement à Nantes. Depuis maintenant 1 an, Noémie est avec moi en didactique. Elle est ma suppléante au Comité national consultatif des personnes handicapées. Elle est co-animatrice du pôle santé du CNCPH. Elle est formatrice dans toute la France de l'école de l'autonomie. Elle est ambassadeur du Medchinon. Elle donne son temps à toutes les causes de la recherche de l'autonomie. Dans son fauteuil, avec son iPhone, elle gère sa vie, ses aides. C'est une vraie entreprise à elle toute seule. Noémie me disait qu'elle avait, comme tout le monde, et peut-être un peu plus, besoin de vacances, besoin de repos, besoin de pause.
pour avoir le courage de faire les très grands efforts de vivre avec tout le monde et à son rythme. Le rythme parfois très soutenu par les réunions multiples au ministère, par les changements de tous les jours des agendas, par le travail de préparation. Ce repos, c'est un répit bien mérité, bien organisé, peut donner confiance à tous ceux qui ont une ambition forte de vivre dans le monde ordinaire, même en étant différents. Pour Noémie, il faut entre 3 et 5 personnes pour l'aider 24 heures sur 24. Il faut donc tout anticiper. Il faut former les aides. Il faut motiver toutes les personnes qui veulent agir le mieux possible et le plus efficacement. Noémie est comme nous, elle a besoin de break pour être sûre de pouvoir continuer. Elle a besoin d'un entourage qui, pendant un moment, va prendre le relais de son énergie, tout en respectant le plus possible ses choix. Ça, c'est le répit, et il faut le concevoir dans un droit commun, comme le besoin légal de vacances de tout travailleur. L'école de l'autonomie de Noémie ne peut pas exister s'il n'y a pas une capacité de répit pour l'aider à continuer. Allons à la rencontre de toutes les Noémies avec qui nous allons construire le meilleur concept de répit qui réponde en priorité à ses attentes, à ses besoins, à ses désirs, et tout cela pour tous dans un droit commun. Une autre, je suis allé voir la maman de Yannick. Elle me disait, je suis la maman d'un jeune garçon polyhandicapé, 46 ans, qui vit avec moi à la maison. Depuis sa naissance, je suis à peu près la seule à savoir m'occuper de Yannick. Avec les autres membres de la famille, mon mari et son frère jumeau et sa petite sœur. J'ai fait l'objet de toutes les railleries possibles, car je laisse difficilement d'autres s'occuper de mon Yannick. Mon mari me donne beaucoup de conseils, mais ne fait presque rien, si ce n'est de regarder la télévision avec lui, sans trop parler. Sa sœur et son frère n'aiment pas que je sois toujours avec leur frère et pensent qu'il serait beaucoup mieux dans un lieu de vie adapté à lui, avec des gens comme lui. J'ai 72 ans. Et c'est de plus en plus difficile, pour moi, de tout assumer. Et Yannick ne sait pas très bien ce qu'il veut. Moi, je crois sincèrement qu'il souhaite que je sois près de lui, car c'est moi qu'il connaît le mieux. On me reproche, souvent dans la famille, de l'enfermer à la maison et de tout faire pour qu'il reste à la maison. Ce qui est sûr, en dehors de mon opération de la hanche, personne ne veut faire ce que je fais jour et nuit. Vous parlez de répit? Vous me parlez de répit à moi? Pourquoi? Pour qui? Oui, je dois y penser. Mais comment faire? Je deviens vieille. Je deviens trop l'incontournable pour Yannick. Et je ne sais pas passer le relais, car j'ai pas confiance. Je suis épuisé. Et depuis 45 ans, c'est ma vie et celle de Yannick. Qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait de la vie de Yannick? Me disait avec énormément d'émotion cette maman.
C'est à nous, aujourd'hui, d'aller voir pour construire sa réponse, d'aller la voir pour construire sa réponse. Nous devons écouter ses attentes et celles de Yannick. Cette situation n'est pas rare en France. Il y a près de 20 000 personnes lourdement handicapées à domicile, avec comme seule aide et accompagnement des parents de plus de 80 ans. Beau sujet de réflexion. Un autre ami, Bernard. Bernard, un type absolument formidable. Il m'a profondément marqué. Brillant, entrepreneur, marié, père de 4 enfants, travaille sans compter, fait du sport, gravit tous les sommets possibles de son industrie, reconnu par ses clients, respecté par ses compétiteurs. Son élan est coupé, net, par un AVC à l'âge de 51 ans. En pleine gloire, il se voit réduit du jour au lendemain à l'état de légume et ne sait presque plus communiquer avec l'extérieur. C'est la catastrophe de toute une famille qui ne sait plus très bien quoi attendre. Bernard est un volontaire. La médecine le condamne et ne l'écoute pas, ou presque pas, sous prétexte qu'il ne parle pas, ou presque. Il se sent partir dans la boîte sans le vouloir, avec la bénédiction de ceux qui savent ce qui est bon pour lui. Bernard est en train, quand même, en se battant, de gagner la partie. Car il ne se laisse pas faire, et son énergie est redoutable quand il veut quelque chose. Bernard est aussi de plus en plus conscient de ce qu'il impose à sa femme, à ses enfants, dans sa quête de ne pas être cétélisé de sa famille, bras armés de sa motivation. Je lui parle de répit, et il me dit qu'il n'a pas le temps de prendre du répit, car il est trop vieux pour attendre de redevenir autonome. Par contre, il souhaite que sa famille puisse bénéficier d'un vrai répit, qui les réconforte, qui les soutient, qui les entraîne à l'aider. Bernard veut pour lui un répit comme un relais qui ne débranche pas de tous les efforts en cours. Il veut un répit qui relaie ses aides sans lui faire perdre une minute de rééducation. Comme le dit son orthophoniste, qui pense que peut-être un jour il arrivera à reparler comme avant. Comment répondre aux besoins de répit de Bernard? Pour Bernard, le répit est une formidable reprise de courage pour continuer à se battre si on sait travailler avec lui, pour lui, comme avec l'orthophoniste, mais surtout pas en décidant à sa place. Car c'est son autonomie qui le tient et qui le fait vivre son défi. Pendant ces 2 jours, nous devons ensemble réfléchir comment être un répit sans être une rupture de l'ambition d'être autonome. Un autre cas qui m'a beaucoup motivé, François et son amoureuse. François est un garçon qui a tout réussi dans sa vie. Toutes les grandes écoles sont une formalité pour lui. De Normal à l'X, rentre dans les plus belles entreprises, à des postes prestigieux. Il tombe amoureux. Un matin, François ne veut plus se lever et tombe. Très grave. Plus rien n'a de goût dans la vie.
Tout craque heure par heure, jusqu'à ce que Marie s'aperçoive qu'il prépare son suicide. Elle le soutient, l'encourage à rencontrer des aides médicales et psychologiques qui pourraient le sortir de là, mais il veut en finir. C'est enfin les médicaments qui calment son ardeur d'en finir, mais qui détruisent malheureusement presque toutes ses volontés. Et Marie se retrouve avec un homme qui se comporte comme un enfant de bas âge, qui ne peut plus rien faire. Cela fait près de 5 ans, et Marie crie au secours et veut sortir de cet enfer. Marie aime François, et comme elle commence à ne plus tenir, je lui parle de répit. Elle me répond: il n'y a pour elle qu'un seul répit qui soit possible pour François, celui qui pendant un moment soit un accueil, avec une attention soutenue pour qu'il ne se suicide pas. Voilà une histoire bien difficile qui peut trouver avec vous les voies d'une solution. Un autre cas bien humain, Denis. Denis, jeune de 30 ans, qui n'a pas cessé de poser des problèmes à toute sa famille parce qu'il souffre de troubles du comportement et il est aussi bipolaire et avec une lourde maladie psychique. Comme il le dit, de temps en temps je vais bien, de temps en temps je vais mal. Et il aime bien le temps, de temps en temps, aller un peu mal, car c'est plus facile pour lui, au lieu de faire des efforts et de travailler. Il est aujourd'hui à la maison quand ça va bien, il est dans la rue quand ça va mal. Quand la vie est trop pesante ou que les médicaments marchent trop bien, il n'a plus d'excuse de ne pas travailler. Sa bonne mère, qui fait tout pour lui, vit dans une crainte perpétuelle qu'il fasse une connerie irréparable. Car Denis peut être violent quand il va mal et qu'il n'a pas ce qu'il veut, un peu de drogue pour planer avec ses copains. Denis est un formidable informaticien et tout le monde a besoin de lui, même moi, qui regarde mon ordinateur avec angoisse. Denis est un être attachant et surtout extrêmement utile. À chaque descente, Denis descend de plus en plus bas et son entourage le voit un jour et ne le reconnaît pas le lendemain. Denis ne veut plus tomber dans le trou, si incontournable pour lui et pour son entourage. Quand il stoppe la prise de ses médicaments, première étape de son naufrage, de plus en plus fréquent, il lutte pendant longtemps et essaye de continuer, mais ne sait pas ou ne veut pas demander de l'aide. Je lui parle de répit. Il me répond: moi, j'ai besoin d'un répit plus fort que moi pour m'aider à continuer à prendre mes médicaments. Et cela 2 à 3 fois par an. Et un jour, je serai autonome, comme Jessica, ma petite amie, qui sait trouver les secours pour ne pas se laisser tomber à nouveau dans un trou. Il y a des millions de Denis qui ont besoin de votre répit. Ce n'est pas seulement le cerveau de Denis qui déconne, mais c'est celui, de temps en temps, de l'accompagnement. Le répit peut aider ce monde. Ou encore, dans son vieux trou paumé,
Nous croisons souvent Marie, complètement envahie par le besoin de boire, mère, seule avec 2 petites filles, institutrice vivant près de sa mère. Régulièrement, toutes les veilles de Noël, Marie ne sait plus résister à la tentation et sombre dans l'alcool. C'est un drame. Je lui parle de répit, elle me parle de ces petites filles qui ont besoin de répit pour oublier la décrépitude de leur mère. Elle ne veut pas de répit pour elle, car elle ressent ce répit comme une cure de désintoxication qui la fait considérablement souffrir. Et me dit, pour moi, le répit, c'est me reposer sans tentation avec des gens sympas. S'inspirer de la parole de ceux pour lesquels on agit est souvent la meilleure manière de répondre à leurs attentes. Et dans le répit, c'est exactement la même chose que pour tout le reste. Nous avons besoin, tous, d'une régularité, d'un répit, mérité. Je suis sûr que nous devons écrire ensemble une charte des bonnes pratiques du répit pour ceux qui l'attendent et ceux qui ont peur de ne pas tenir longtemps. Dans l'accès aux soins, nous avons écrit une charte, et Henri en parlait tout à l'heure, qui porte le nom de Romain. La charte Romain Jacob. Et je vous propose d'écrire la charte Romain Jacob du répit. Les 12 articles de la charte de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap ont permis de regrouper toutes les bonnes pratiques, mais dans un langage commun à tous les acteurs. Le répit, comme l'accès aux soins, n'est pas l'affaire d'un médecin, n'est pas l'affaire d'un accompagnant, n'est pas l'affaire d'un aide à domicile, n'est pas l'affaire, c'est l'affaire de tous, ensemble. Et il faut que nous ayons une partition qui soit lisible par tous. Je vous propose quelques notions d'articles que nous pourrions éventuellement écrire ensemble, si vous le souhaitez. Il faut que toute personne handicapée, quel que soit son handicap, quelle que soit son orientation, quelle que soit sa situation, quel que soit son niveau de dépendance, quel que soit son état de santé, ait droit à un répit adapté à sa situation. Dans le même ordre, toute personne qui accompagne une personne handicapée doit pouvoir bénéficier d'un répit avec ou sans la personne qui l'accompagne. Ce répit doit faire partie de toute forme d'orientation, favorisant la mobilité dans un droit commun, comme pour toute autre personne. Deuxièmement, l'offre de répit doit être possible pour toute personne handicapée de manière régulière. Un répit une fois, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit régulier et sans attendre d'être au bout, car pour remonter, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut que la régularité du répit s'installe. Et ce rythme est certainement la meilleure chance de pouvoir se ressourcer pour trouver un équilibre qui favorise l'envie et l'ambition d'être autonome. Troisièmement, le répit
peut être une pause pour la personne handicapée qui ne doit pas être une rupture de l'école de l'autonomie et de toutes les formes d'éducation et de rééducation thérapeutique. Les aides aux soins et à l'accompagnement doivent être prévus et compris dans l'offre de répit. Le répit, quatrièmement, doit être coordonné avec tous les acteurs qui interviennent auprès de la personne handicapée. Une grande préparation de transmission des actes de soins, de l'accompagnement doit organiser la cohérence avec les souhaits de celui pour lequel on agit. La coordination médicale doit être aussi suivie de près pour éviter toute rupture de soins, qu'il soit d'hygiène, qu'il soit de sécurité. Le moment de répit peut être l'occasion de faire un point sur les besoins de prévention et de dépistage prévus dans la loi de santé publique. Cinquièmement, le répit ne doit pas être un arrêt des contacts de la personne avec le monde ordinaire. Le répit peut être l'occasion aux aidants familiers, en plus de souffler un peu, mais de se coordonner pour être plus efficace quand il faudra revenir. Sixièmement, la période de répit doit être organisée en cohérence avec les aidants familiers, c'est-à-dire les professionnels de l'accompagnement, du soin, les bénévoles et amis, les familiaux. Un planning des activités et moyens de rééducation doit être connu par tous les aidants et surtout par les personnes handicapées elles-mêmes. Septièmement, la période de répit doit prévoir, en fonction du temps préalablement connu, le retour à la vie habituelle, en mettant en œuvre tous les progrès gagnés pendant la période de répit. Une forme de rapport sur le répit peut être fait comme une évaluation des réponses et des attentes des personnes handicapées avec les équipes. C'est déterminant d'avoir un répit et un bon retour à la vie habituelle. Ce retour, s'il est mal fait, s'il est mal orchestré, il gâche tout le travail du répit. Huitièmement, le répit doit être à part entière dans la loi de santé publique. C'est la première prévention utile contre le découragement. C'est la première prévention qui évite des situations terriblement difficiles. Neuvièmement, et j'aurais beaucoup d'autres choses à dire derrière, nous devons réunir toutes les compétences et permettre aux personnes handicapées elles-mêmes d'être les premiers formateurs des acteurs de répit dans le droit commun. Moi, j'ai énormément encore de choses à vous dire sur cette notion de répit, à travers ce que j'ai personnellement vécu. Mais je voudrais que vous sachiez que nous allons réussir ensemble ce que nous avons la chance de vivre pendant ces 2 jours. Ça sera l'occasion d'être une vraie prévention de souffrance pour beaucoup. C'est cette prévention que j'attends. C'est cette prévention qui évitera que ça soit grave et que ça coûte 10 fois, 20 fois, 100 fois plus. Le répit et l'école de l'autonomie, le répit doit s'installer dans l'école de l'autonomie pour prévenir les chutes et les défaillances.
Nous ne pouvons pas continuer à imaginer, et Marie-Hélène Le Sen tout à l'heure a dit ça et là, on construit dans l'autisme, mais il n'y a pas que ces endroits-là. Il y a à domicile, il y a dans le travail. Nous avons beaucoup parlé ces derniers jours de l'emploi. Lorsque on est une personne en situation de handicap et qu'on va travailler avec tout le monde dans le rythme de tout le monde, il faut avoir plus de répit. Il faut organiser, adapter. Maintenant, nous savons tous que le répit, c'est la vraie porte de l'envie de pouvoir être autonome. Car si il n'y a pas cette envie d'être autonome, eh bien on ne réussira pas. Le répit est un moyen formidable de nous donner de la force, de nous permettre de donner à Romain ou à Clément de la force, non pas d'exister, mais de vivre. Laissez-moi vous raconter une dernière petite histoire. Et Nora, vous vous en souvenez, Romain était à la Pitié-Salpêtrière dans un grand service. Et le médecin vient me voir et me dit, ça faisait 100 jours qu'il était en réanimation. Et il me dit, monsieur, votre fils est condamné, il va partir dans les 8 jours qui viennent. Il est à 150 crises d'épilepsie tonique par jour. Et nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose. Je dis, mais enfin, écoutez, vous me dites ça dans le couloir, qu'est-ce que vous me proposez? Et il me dit, écoutez, on a une chance, une petite chance. Je vous propose que l'on lui fasse une callosotomie. Ça consiste à ouvrir le crâne, à enlever le corps calleux entre les 2 lobes, qui permet que les crises d'épilepsie ne soient pas généralisables. Mais y a-t-il une chance que Romain tienne? Une sur 10. Mais il faut la prendre. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, on va aller voir Romain. Et il me dit, mais Romain ne parle pas. Il tourne les talons et s'en va. J'étais pas bien là. Je suis venu vous voir. 1 heure après, ce médecin est revenu. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, on va voir Romain. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai appris à ce médecin à parler avec Romain. Et Romain, il sait parler. Quand il serre la main, c'est pour dire non. Quand il ouvre la main, c'est pour dire oui. Alors j'ai appris à ce médecin à poser des questions binaires à Romain, à savoir s'il comprenait les mots. J'ai mis les mains de ce médecin dans les mains de Romain et je me suis éloigné du lit parce qu'ils ont commencé à communiquer tous les deux. Et au fur et à mesure que le médecin, je m'éloignais, je voulais me mettre entre la peinture et le mur pour ne pas être visible, jusqu'au moment où le médecin m'a dit « Romain veut être opéré, il n'en peut plus ». Il est resté bien debout à côté de Romain et on est sorti et là il s'écroule d'émotion et me dit « J'ai plus appris en 20 minutes ». Mais c'est pas ça la victoire.
parce qu'aujourd'hui, il nous aide beaucoup, cet homme, c'est que c'est Romain qui a décidé. Et c'est cette raison-là pour laquelle l'opération a réussi. Tout ce que l'on fera pour quiconque, sans ce quiconque, on échouera. Le répit en fait partie. Nous avons terriblement besoin, et vous ne vous rendez pas compte de l'importance énorme du travail que vous faites, que vous allez faire, car toutes les précarités, les fragilités, les handicaps, les maladies vont probablement avoir, grâce à vous, une chance énorme de ne pas détruire de vie, de ne pas détruire de bonheur et de garder une capacité de vivre ensemble. Je vous remercie.